Je suis Jean-François Faure et je suis le président fondateur d'Aucoffre.com. Qu'est-ce que Aucoffre.com? Alors Aucoffre.com est une plateforme d'achat et vente de métaux précieux en ligne entre particuliers avec une conservation en coffre de haute sécurité. Comment ça se déroule? Alors de manière très simple, nos utilisateurs vont sur le site aucoffre.com. Ils peuvent choisir les produits qui les intéressent, donc des pièces d'or, des pièces d'argent, voire même des fois des lingots. Ces produits qu'ils ont achetés, nous on va les stocker pour leur compte. Donc ils sont stockés au port franc de Genève dans une zone de haute sécurité. Et ensuite nos utilisateurs, qu'on appelle des membres, vont revenir sur leur compte et par exemple s'ils souhaitent vendre, ils choisissent les produits qu'ils souhaitent remettre en vente. Ils choisissent le prix à partir du moment où c'est un prix qui est cohérent avec l'offre et la demande. Et si le prix est bon, eh bien le produit est revendu et quelques jours après ils reçoivent l'argent sur leur compte bancaire. On va être que sur des produits physiques? Uniquement sur des produits physiques et essentiellement des pièces. Quelles sont les règles RGPD finalement là-dedans? Alors, on est en France et en Europe, donc évidemment les règles RGPD, on les respecte, mais avant toute chose, on respecte la loi. Et la loi fait que l'on doit connaître notre client. Tout simplement parce qu'on ne souhaite pas, et moi c'est ma volonté, mais même depuis le début de mon activité, moi je ne souhaite pas faciliter le trafic, le recel, et on sait que si on facilitait le pur anonymat, on aurait des gens qui utiliseraient l'or comme un vecteur d'enrichissement ou de facilitation d'un business comme par exemple le trafic d'organes, la prostitution des enfants. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faciliter, donc on se débrouille pour que ça ne soit pas possible par notre biais. Mais pour autant, c'est le cas globalement partout en Europe, parce qu'il y a des règles européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme aussi, parce que l'or pourrait être aussi un outil pour financer le terrorisme, et on ne se souhaite pas avoir des bombes qui explosent sur les Champs-Élysées parce que quelqu'un avait pu se le payer avec en revendant de l'or ou des choses dans ce style. Donc après, ce n'est pas parce que nous on conserve le nom, prénom et adresse de nos clients que tout ça est systématiquement remis aux autorités. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et souvent les gens ont une forme d'image d'Épinal un peu biaisée de la réalité. La réalité fait que nous, si on a une réquisition judiciaire, et qui est relativement rare, hein, ça va être 2-3 fois par mois, et généralement ce sont des gens qui ont fait des grosses bêtises, oui, on va répondre si cette personne est chez nous. Mais à contrario, quand vous achetez ou vous vendez, on notifie ça dans un registre de police, mais on n'a jamais vu les douaniers nous contrôler, faire des photos du registre de police. C'est parce que tout simplement, il y a quand même une loi aussi, et la loi en France stipule, et c'est un vieil article, que l'or est libre d'achat, de vente, de transport et de commerce en France. Ça, c'est une réalité. Donc partant de ce principe, je dirais que la France, par rapport à ça, on paye peut-être une fiscalité qui n'existe pas dans d'autres pays. Par contre, contrairement à d'autres pays comme la Suisse, etc., ce n'est pas un produit financier. Et donc, n'étant pas un produit financier, on ne rentre pas dans certaines logiques, comment dire, de contrôle un peu très poussé que l'on aurait si c'était une action, un ETF, etc. Quel impact va avoir la qualité de la pièce sur sa valeur? Alors, il y a qualité et qualité. Si par exemple, vous avez une pièce avec une rayure, mais que le poids de l'or de cette pièce est toujours intègre, globalement, la valeur, je dirais, d'investissement de cette pièce ne va pas changer. Peut-être que sa valeur de collection changera, parce que vous avez des pièces, quand elles sont d'aspect neuf alors qu'elles sont anciennes, évidemment, elles peuvent prendre des valeurs 2 fois, 3 fois, 10 fois le prix de l'or qui est contenu. Par contre, si cette même pièce, elle a été usée, abîmée, polie, vous savez, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est une pièce, vous la voyez sur eBay, elle est floue, et puis quand vous la recevez à la maison, elle est floue aussi. Ça veut dire que globalement, vous avez moins d'or que la norme reconnue autour de cette pièce. Et là, potentiellement, comme ce sont des produits que vous allez revendre au poids, il est fort probable qu'effectivement, cette pièce vous rapporte moins qu'une pièce pleine et entière avec tous ses reliefs et ses détails. Justement, l'or est souvent considéré comme une valeur refuge. À quel point c'est vrai aujourd'hui dans l'incertitude économique qui traverse le monde?
Alors, on a pour ça, en fait, tout simplement les événements récents et les mouvements sur l'or. Donc, je vais donner quelques exemples des 15 dernières années. On a eu la crise de 2008 et en suivant une forte hausse de l'or jusqu'en 2012-2013. On a ensuite eu, par exemple, le Brexit et une augmentation du cours de l'or en 2016. On a eu les crises entre la Chine et les États-Unis, et là, ça s'est traduit par une hausse en 2019. Et puis ensuite, les choses se sont accélérées. 2020, Covid, augmentation du cours de l'or très franche jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, et ça, c'était en novembre de la même année. Ensuite, en 2021, on a l'inflation qui a suivi la crise Covid, et donc pareil, une hausse de l'or du fait de cette inflation. 2022, février, tout le monde se souvient, l'invasion de l'Ukraine, enfin en tout cas l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Pareil, là aussi une augmentation de l'or et avec les effets de l'inflation, une hausse plutôt continue. Ensuite, l'or, on le retrouve vers octobre 2023 et là c'était les attentats du Hamas en Israël. Pareil, grosse tension géopolitique, forte hausse du cours de l'or. Et après, on en revient à des raisons un peu plus marché, un peu plus techniques. Là, on est en février 2024. Là, c'est lié à une annonce de future baisse des taux d'intérêt. Et le simple fait d'annoncer une future baisse des taux d'intérêt, voulant dire globalement l'argent va moins rapporter. Qu'est-ce qu'on achète quand l'argent rapporte moins? Eh bien, on achète de l'or. Et donc là, voilà, les traders, même les particuliers, sont remis à acheter de l'or. On a franchi quelques records importants. Et puis quand vous avez un record qui est passé, que c'est un peu open bar sur la verticalité des choses, il suffit qu'il y ait la moindre annonce et de suite, hop, on repart sur un nouveau record. Et ça, c'est ce qu'on a connu fin 2024 avec les élections américaines. L'élection de Donald Trump, les incertitudes sur le dollar, et à l'instant où on se parle, on est dedans, parce qu'on est sur une forme de crise internationale liée aux problématiques commerciales, les taxes douanières essentiellement, qui peuvent créer en fait un coup d'arrêt au commerce mondial tel qu'on l'a connu. Ça crée des incertitudes, et à l'instant où on se parle, le cours de l'or est très volatile. Comment l'évolution des taux d'intérêt des banques monétaires, des banques centrales, influence-t-elle le prix de l'or? Ça va être vraiment sur les baisses des taux, sur les hausses des taux, tout le temps? Mais de manière très simple, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une banque centrale qui fixe la valeur des taux d'intérêt, quelque part, et je caricature à peine, elle fixe en fait la valeur de l'argent. Globalement, combien l'argent va coûter à être acheté, en fait, à être investi. Et pour un investisseur, qu'est-ce que ça va lui rapporter quand lui, en fait, cet argent, il le prête et donc quelque part, il le place. Et donc, si globalement, les banques centrales fixent ces taux d'intérêt à un niveau assez élevé, ça veut dire que les euros, les dollars rapportent. Quand les devises rapportent, et on part du principe que c'est censé être peut-être les actifs de quasi dernier recours, si ça rapporte sans rien faire, les traders se disent je préfère le mettre sur de la monnaie, ça rapporte. Mais si à un moment donné, à contrario, ces taux d'intérêt baissent, ça veut dire que cet argent rapporte moins, l'attrait pour l'euro, le dollar baisse, parce que en face, on va avoir peut-être aussi de l'inflation. Et donc pour lutter contre l'inflation, c'est pas garder de la monnaie à la banque qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est plutôt avoir de l'or qui devient intéressant et potentiellement rentable si on se dit je l'achète à un instant donné pour le revendre quelques mois, quelques années après. À votre avis, quel est le plus intéressant, de l'or physique ou plutôt des produits financiers adossés à l'or? En fait, les deux sont intéressants, mais tout dépend l'objectif que l'on se fixe. Si vous fixez comme objectif d'acheter de l'or dans une logique de robustesse de votre épargne et d'avoir un actif de dernier recours, mais je dirais même quand les bombes tombent dans le jardin, l'or physique est la seule option parce que potentiellement l'or physique c'est celui qui vous reste dans votre poche. Et puis vous pouvez le négocier sur le long terme ou le très long terme. Vous pouvez acheter de l'or physique maintenant et le revendre dans 30 ans, et en plus vous aurez une bonne surprise, vous aurez une fiscalité plutôt intéressante. L'or papier est très intéressant quand on l'achète le matin parce qu'on se fixe de peut-être pouvoir le revendre d'ici le soir. Et là c'est bien de pouvoir aller vite
et sur des commissions très faibles et pas de frais de conservation parce que votre papier, il ne coûte rien à conserver si ce n'est les serveurs qui le négocient. La problématique de l'or papier, c'est que généralement, il est émis par une institution, un organisme, et si on est dans une crise et que cette institution ou cet organisme fait faillite, eh ben votre or papier fera faillite avec cette organisation. Ce qui n'est pas le cas de l'or physique, qui a vocation à être votre seule et unique propriété. Justement, pour un particulier, un investisseur particulier qui n'a pas forcément le temps de regarder le matin, le soir, comment il fait pour sécuriser ses investissements dans l'or? Alors, le particulier qui a tout intérêt d'ailleurs à ne pas passer trop de temps à regarder ce qui se passe sur le cours de l'or, parce que ça pourrait être vertigineux. L'or a une volatilité, au même titre qu'une devise comme la livre sterling a une volatilité. Ce qu'il va faire pour bien sécuriser son épargne, c'est déjà en acheter un petit peu régulièrement. Parce que dans l'or, et comme globalement la plupart des actifs, quand on n'est pas un professionnel dessus, il vaut mieux y aller de manière régulière et par petites touches, plutôt que d'y venir de manière émotive. Et d'ailleurs, souvent on dit que quelqu'un qui agit de manière émotive sur l'or ou même sur les marchés est moins performant que si son labrador ou son singe avait positionné le même ordre de manière aléatoire. Et en bout de course, finalement, ce qui est plutôt efficace quand on est un particulier, c'est d'acheter de manière régulière. Moi, pour caricaturer, mais c'est pas une caricature parce que même moi-même je le fais, c'est en acheter un petit peu tous les mois, par exemple le 5 à 5 heures de l'après-midi. Statistiquement, vous faites moins d'erreurs que en l'achetant de manière émotive, parce que là, vous voyez que ça bouge. Il y a cette peur de passer à côté de quelque chose et qui est généralement très mauvaise conseillère. Et dans le cas de l'or physique, eh bien, vous pouvez en acheter peut-être pour en avoir chez vous. C'est ce qu'on appelle le kit de survie. Mais comme tout kit de survie, ça peut pas occuper toute la place. Ou passer par des institutions ou des organismes comme les nôtres qui, en fait, séparent la notion de conservation de la notion de transaction. Et à partir du moment où les deux sont séparés, ça vous permet de ne pas tout mélanger et d'avoir le meilleur des deux mondes. Nous, par exemple, les pièces sont sécurisées dans des coffres de haute sécurité. Quand vous passez un ordre, vous le passez par Internet. Si vous avez des pièces chez vous, vous ne pouvez pas passer un ordre par Internet pour les vendre. Si vous avez dans le coffre d'une banque vos pièces, vous ne pouvez pas passer un ordre pour les revendre. L'intérêt de placer par un système comme le nôtre, c'est que nous, on appaire en fait votre ordre avec ce qui est détenu pour votre compte dans nos coffres. Le développement des crypto-monnaies, des actifs numériques, menace-t-il le rôle clé de l'or de valeur refuge? Non, alors moi, pour être aussi en parallèle un acteur du monde des crypto-monnaies, puisqu'on exploite la plateforme Cryptcool, on considère que ce sont des actifs. Alors, en fait, je dirais plutôt Bitcoin et l'or sont des actifs très complémentaires parce qu'en fait, ils ont un but commun. Et ce but commun, c'est de suppléer à une défaillance de nos monnaies. C'est-à-dire que quelque part, pour ceux qui sont très adeptes de l'école autrichienne, les monnaies ne devraient finalement des fois pas être gérées par les États. Et finalement, Bitcoin et or, c'est un petit peu leur promesse puisque ce sont des actifs qui sont décentralisés par design. Le Bitcoin parce que lui, il est sur la blockchain, et l'or parce que aujourd'hui, il est tellement répandu sur la planète avec une valeur qui est acceptée par tous et tout le monde qu'aucun pays, aucune institution, quelle que soit sa taille, aujourd'hui, n'est capable d'influer durablement sur le cours de l'or. Et ça, c'est un peu ce qu'il y a de commun avec le Bitcoin. Mais pour autant, même si le but est commun, les chemins aujourd'hui sont très différents. C'est-à-dire que l'or a 5000 ans de background, de track record. C'est pas du tout le cas sur le Bitcoin. Le Bitcoin a encore aujourd'hui une très forte volatilité. Aujourd'hui, on a des baleines sur le Bitcoin qui n'existent pas dans le monde de l'or. Aujourd'hui, l'or est la deuxième réserve de change en concurrence avec l'euro. Le Bitcoin est très très loin. C'est même pas une réserve de change aujourd'hui ou alors de manière très marginale. Et l'or est le troisième actif le plus liquide au monde après les bons du Trésor américain et la paire euro-dollar. Pareil, le Bitcoin est encore très très loin en matière de liquidité, même si tous les outils sont là pour que la liquidité sur le Bitcoin soit maximale. C'est juste que tout simplement le marché est encore un peu petit. Donc, mais Bitcoin, à mon sens, rejoindra peut-être dans quelques années ou dizaines d'années l'or. Et peut-être qu'aujourd'hui même le Bitcoin et les cryptos en général sont peut-être le meilleur marketing pour l'or, parce que quand quelqu'un parle du Bitcoin, il peut pas s'empêcher
en même temps de parler de l'or. Et quand on parle du Bitcoin et quand on parle de l'or, en fait, on fait de la publicité pour l'or. Quel est l'impact de la production minière et des nouvelles réglementations écologiques sur l'offre mondiale de l'or? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce que produisent les mines tous les ans dans l'offre globale de l'or est relativement limité. Parce qu'aujourd'hui, à l'air libre, on a à peu près 210 000, 220 000 tonnes d'or. Hein. C'est un cube de un peu plus de 20 mètres carrés d'arête. Et ce cube, on sait où se trouve l'or en fait. C'est-à-dire qu'il est dans les banques centrales, il est dans certaines banques internationales, même tel galion qui est coulé à tel endroit, on sait qu'il y a de l'or, mais peut-être qu'on peut pas y aller parce que c'est un peu inaccessible. Mais on sait que ça se trouve là. Parce que l'or aujourd'hui, il est recyclable. Et d'ailleurs, tous les ans, vous avez une grosse moitié d'or qui est recyclé pour une petite moitié d'or qui est extrait de la terre. Et moi, d'ailleurs, à titre personnel, si on me demandait mon avis, moi, j'interdirais même l'extraction de l'or parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup bougé de terre ou de gravat pour relativement peu de choses, alors qu'on sait parfaitement recycler l'or. Il a une valeur qui justifie pleinement de le recycler, et c'est très facile à recycler du fait de ses caractéristiques chimiques. Donc, aujourd'hui, l'or est un actif qui rentre facilement et pleinement dans les enjeux environnement et écologiques si on souhaite les respecter. Et nous, d'ailleurs, dans le groupe OCOF, c'est ce que l'on fait depuis les années 2011, puisqu'on frappe notre propre série de pièces. Et les premières Veravalor qui sont sorties étaient des pièces qui étaient issues de l'extraction propre. Donc, pas de cyanure, pas de mercure. Et depuis 2015, on a même divisé par 200 notre impact CO2, puisqu'on est passé uniquement à de l'or recyclé, parce qu'on considère qu'on n'a même pas besoin de l'extraire de la terre pour faire des pièces avec. De l'or recyclé, ça va être des bijoux, des... Oui, exactement. C'est des bijoux, des vieux lingots, des choses qui aujourd'hui ne sont plus de l'or aux normes de l'époque dans laquelle on est, ou de l'intérêt affectif même. Un vieux bijou qui vient peut-être d'un grand-parent, mais... on se dit, voilà, peut-être je vais garder telle bague ou tel truc, et puis le reste me sert plus à rien, je vais le faire fondre, je vais en faire quelque chose, voilà. Comment les banques centrales influencent-elles le marché de l'or par leurs réserves, leur politique d'achat, de revente? Alors, elles influent et elles n'influent pas. Elles influent dans le sens où, évidemment, si vous avez un mouvement un peu massif et profond de plusieurs banques centrales, et c'est un peu le cas depuis quelques mois, quelques années. Vous avez notamment les pays de l'Est, vous avez la Turquie, vous avez la Chine, etc., qui achètent de manière très régulière de l'or. Évidemment que ça va avoir un impact sur le prix, parce que vous avez une tendance de fond. Mais à contrario, ce n'est pas telle ou telle banque qui va durablement faire bouger le cours de l'or. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est sur un actif qui est décentralisé, et c'est pas la Chine, c'est pas la Turquie, c'est pas la Russie, clairement pas les USA qui décident aujourd'hui ou qui vont artificiellement bouger le cours de l'or. Et même depuis les années 2014, ce n'est même plus les banques. L'inflation, ça a un réel impact sur l'or? Alors, oui, l'inflation a un réel impact sur l'or, et je vous explique pourquoi. Et il faut partir du principe que globalement, l'or est une forme de valeur neutre depuis à peu près 5000 ans. Car il y a 5000 ans, sur un marché aux bestiaux en Égypte, vous achetiez une vache pour une once d'or. Aujourd'hui, vous avez une belle vache pour une once d'or. Il y a une centaine d'années, vous aviez une Ford Model T pour environ 800-900 $. Ces 800-900 $ de l'époque en or, aujourd'hui, correspondent à 50 000, 70 000 $, qui pourrait être une voiture électrique un peu moderne, un peu résonnante de l'époque dans laquelle on se trouve. Donc globalement, on est sur des valeurs en or qui ne bougent pas. Par contre, quand on compare aux monnaies, là, on voit qu'il y a une énorme différence. Vous prenez une once d'or en 1971, c'était 35 $. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 000. Et là, il s'est passé quelque chose. Mais le quelque chose, il s'est pas passé sur l'or. Il s'est passé sur la valeur de cette monnaie qui, elle, intrinsèquement, a baissé de valeur. C'est-à-dire que le dollar a proportionnellement perdu de valeur depuis les années 70. Et c'est ça qui traduit, en fait, quelque part l'inflation. Donc, si vous prenez le parti pris que l'or ne bouge pas depuis 5000 ans, qu'il est globalement à peu près stable, eh bien tout ce qui bouge, c'est la valeur de la monnaie. Et donc, pour en revenir à l'inflation, quand on vous dit que pour qu'une monnaie européenne ou nord-américaine se porte bien, il faut à peu près 2% d'inflation,
Ces 2% d'inflation traduit dans l'or, ça veut dire que vous avez une valeur de l'or qui, elle aussi, va à minima prendre 2%. Donc, quand vous avez de l'inflation, vous avez de manière quasiment parallèle une valorisation de l'or, puisqu'on partait du principe qu'il était neutre. Quel conseil, finalement, vous donneriez à un investisseur débutant qui souhaite intégrer de l'or dans son portefeuille? Alors, moi, j'ai pas pour l'habitude de donner de conseils, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je peux partager des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui, statistiquement, sont un peu plus gagnantes ou réussies que les autres. Déjà, dire que quand on achète de l'or, c'est pas pour le revendre demain. L'or, c'est plutôt pour le moyen ou le long terme. L'or, c'est une assurance incendie du reste de son patrimoine. Donc, il faut d'abord un patrimoine. Donc, vous avez de l'or quand vous avez des euros à sécuriser, quand vous avez de l'immobilier à sécuriser, quand vous avez des actions à sécuriser. Voilà, en ce moment, on a un crack boursier. Heureusement qu'on a de l'or. Voire même quand vous avez des crypto-monnaies. Vous avez en ce moment une chute assez impressionnante du Bitcoin. Peut-être que c'est le moment de revendre un peu d'or pour éponger sa baisse sur le Bitcoin. Mais pour autant, est-ce qu'il faut vraiment le vendre maintenant? Peut-être que la bonne pratique, c'est que l'or, on ne le vend que quand on est vraiment un peu le couteau sous la gorge. Et puis l'accomplissement idéal de la vie de l'or, c'est peut-être même pas de le vendre, mais plutôt de le transmettre. Et donc, si on en vient aux bonnes idées à appliquer et essayer de ne pas être émotif, finalement, là aussi c'est une bonne pratique, c'est d'en acheter un petit peu régulièrement. C'est ce qu'on appelle le DCA, que l'on pratique justement sur les cryptos, que l'on pratique sur les actions quand on ne connaît pas trop. Ça permet de niveler les hausses et les baisses. Et dans le cas d'un actif qui est plutôt haussier sur le long terme, et depuis les 50 dernières années, en moyenne, l'or a pris à peu près 8% par an. Donc on est, en tout cas sur le passé, sur quelque chose qui était plutôt à la hausse. Et si les gouvernements nous disent qu'on est bien dans une inflation à 2%, ça veut peut-être dire qu'à minima, on est sur 2% de prise de valeur de l'or dans le futur. Jouer cette hausse sur le moyen et le long terme, là aussi, ça se traduit par de l'achat régulier. Parce qu'un humain, si vous le laissez faire tout seul, il va être très pris par l'émotion et généralement, il sait moins bien acheter les choses que si c'était son singe ou son labrador qui, lui, faisant les choses de manière complètement automatique ou irrationnelle, aurait un meilleur résultat. Donc, pour vous mettre dans cette même condition, tout simplement, acheter de l'or tous les mois, le 5 du mois à 5 heures de l'après-midi, statistiquement, vous serez mieux gagnant que d'en acheter sous l'émotion qui est souvent très très mauvaise conseillère.